À notre époque, paf, 5, 4, 3, 2, 1, 5, tu mettais la voiture en bas. Wouh, tu partais, tu lâches le frein à main, la première dedans. Bon, bah, inutile de le présenter, les amis. Je suis avec Raoul Marchisio, alias Il Professore. Mamma mia. Bon, on est tous les deux. C'est une association de malfaiteurs parce qu'on est sur un rallye, le Wonder Rally, un rallye que de filles. C'est magnifique. Vraiment, on passe un très très bon moment. Les rallyes de filles, c'est très très cool. Mais cette petite vidéo, c'est surtout eh bien pour mieux connaître Il Professore. Parce qu'on entend plein de choses, on veut tout savoir. Donc moi j'ai quand même, pendant l'interview, il faut quand même que je fasse gaffe au roadbook, hein, parce que sinon c'est lui, il va me... On se perd. On va pas se perdre. Attends, déjà, je vais me concentrer, je te pose la première question juste après. Hein. Alors, dritto. Non, là, dis là, non. Attends, aspect. Non, non. Moi je dirais là, rond-point, ah non, à sinistre. Ouais. Ok, ouais. Bon, désolé, on vous fait un petit... Raoul. Attends, tu sais qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on met à zéro tout. Ah, t'as pas mis à géant? Attends, comment ça marche ici, l'ordinateur? Ah ouais, c'est des voitures modernes, ça. Attends. T'as pas mis à zéro? Attends, où tu mets à zéro? Attends, comment ça marche l'ordinateur? Alors là, vous avez quand même deux grands champions du monde des voitures modernes. Alors... Toi, tu sais faire des donuts avec une F40, mais mettre à zéro un compteur de Maserati Ghibli, peut-être là-bas. Hein. Et vas-y, c'est pas grave. Alors, température, huile. Autonomie. On n'est pas... 512 km d'autonomie. Ils ne consomment pas. Raisonnablement, on va dire. Ça ne serve pas. 0 km à l'heure, c'est parfait. Ouais. Il n'y a pas le partiel. Allez, mais tu dois y avoir, mais c'est pas fait. Allez, c'est pas grave. On fait confiance. Allez, dai, on y va. Andiamo. En Sicile, on dit amunine. Ça, c'est une petite parenthèse pour nos amis siciliens ou d'origine. L'automobile, Raoul. Toi, tu as commencé dans le sport automobile et tu étais un jeune pilote officiel. Oui, j'ai commencé avec les karting quand j'étais tout petit, j'ai commencé très tard. Tu as commencé à quel âge? 15 ans et demi, 16 ans. C'est hyper tard. Oui, hyper tard parce que je n'avais pas de moyens. Alors je suis allé travailler à 12 ans et demi tout de suite. J'ai pas fini. Tu as commencé à bosser à 12 ans et demi? 12 ans et demi, je faisais les marchés avec un chauffeur qui ramenait le camion au marché. Il faisait les marchés. Moi, je voulais toute force faire quelque chose. Je voulais courir en karting et je n'avais pas les moyens. Alors j'ai commencé avec les voitures radiocommandées. Mais non. Ouais, j'ai commencé avec ça. Je montais des voitures radiocommandées pour un magasin à Cuneo. Alors Cuneo, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie italienne, c'est le Piémont. C'est le Piémont. Et toi, t'es piémontais, c'est vraiment le cœur du Piémont. Hein. Ouais, Cuneo, oui, c'est à côté d'Alba où il y a la truffe. La fameuse truffe, vous avez les vins extraordinaires. Barbera. Et c'est également, Cuneo, la ville natale d'un autre Italien famoso, Briatore. Briatore, ouais, qui est de la même ville que toi. Ouais. Après Cuneo, on a des grosses entreprises, on a vu beaucoup. Ouais, non, mais c'est une région riche, hein, le Piémont. Très, très riche, le Piémont. Donc tu commences avec les voitures radiocommandées. Je commence avec les voitures radiocommandées. La passion était folle déjà quand j'étais petite. Mon père, il ne comprenait pas trop tout ça, ma mère non plus. Tes parents, ils sont pas du tout dans le milieu automobile? Non. Mon père était orphelin, il n'avait pas son père, il avait que la maman qui travaillait à la poste parce que mon grand-père est décédé pendant la guerre. Alors quand quelqu'un est décédé pendant la guerre, il lui donnait un travail d'État. Tu vois. Et ma grand-mère, il travaillait à la poste. Il y avait 2 enfants, que c'était mon père et son frère, mon oncle. Et pas de tout. Mon père, il avait sa première voiture qu'il s'était achetée, c'était un Fiat 500. Et après, un Fiat 127. Tu vois, nous, on a grandi avec ça. Ouais, les voitures populaires italiennes. C'était vraiment une famille tout à fait normale. Famille de bosseurs, grands bosseurs. Mon père, il travaillait. Après, il est devenu petit entrepreneur quand il s'est mis pour son compte. Tout jeune, il vendait la Javel porte-à-porte, on dit en Italie. Tu vois. Ah ouais? Oui, c'est porte-à-porte, ton papa. Oui, il vendait la Javel comme ça. Et après, il s'est mis pour son compte. Il s'est mis à vendre des pullovers au marché. Il a commencé comme ça. Et bon, petit entrepreneur italien, commerçant. Tu vois, il travaillait comme toute la vie. Et le pauvre, il disait toujours que j'ai montré ma passion quand j'ai essayé ma première course de quartier et tout ça. Il m'a toujours dit, je ne peux pas te donner l'illusion. Parce que nous, on n'a pas de moyens pour il peut pas lever ça dans la tête. Il faut que tu arrêtes. Oui, il dit, je peux pas, ne me demande pas, même pas le minimum de les aides. Parce que je ne l'ai pas. Non, je ne peux pas te donner l'illusion parce que je ne pourrai jamais t'aider, tu vois.
Parce que dans tous les cas, le sport automobile, c'était toute la vie un sport très cher. Et ça a toujours été. Alors aujourd'hui, c'est horriblement cher. Ouais, mais même à l'époque, à rapport à Ici, là, je pense qu'est-ce que c'était toujours cher, tu vois, qu'est-ce que je veux dire. Et mon pauvre, mon père, qui a toujours eu les pieds très très par terre, comme toujours, et comme il m'a oui, il était concret. Toujours concret, tu vois, réaliste surtout. Il me dit, je ne peux pas te donner l'illusion. Si tu veux faire à droite. Non, tout droit, a priori. Mais si tu veux faire, tu feras tout seul. Tu essayes tout seul. Et j'ai essayé tout seul. Donc karting 15 ans, 16 ans. J'étais chez un fournisseur, un fabricant de billets de mon père. J'étais là qui chargeait le camion et son fils il faisait de la Formule 3. Et le soir, il y a une petite place sur le camion. Il avait un espace de mètre. Il restait juste debout en karting. Donc, lui avait un karting d'occasion. Moi, j'avais le chauffeur qui venait avec le petit camion là, le Ducato Fiat avec le truc derrière. On sent que tu t'en souviens parfaitement. Ah oui, c'est des choses que tu ne peux pas oublier. Ça me fait venir. Ça me fait la chair de poule. Hein. C'est incroyable. Si je pense que tout parfaitement, je me rappelle même les paroles qu'il me disait le mec. Il te disait quoi? Oui. Alors à la fin, on est là qu'on discute le prix sur les pullovers et tout ça. Et je me rappelle, j'ai payé le karting 800 000 lire. C'était de l'argent. 800 000 lire. C'était le correspondant d'aujourd'hui de 270 €, d'accord. Mais bon, quand tu as 16 ans, c'est une fortune. Énorme, énorme. Après, j'achète cette karting, je dis rien à mon père. Parce que je sais qu'il lui ne voulait pas. Alors, quand je rentre d'acheter, je m'arrête au circuit de Mondovì, que c'est un petit piste de karting à 28-30 km d'où j'habitais. Et je laisse déjà le karting là-bas, chez eux. D'accord? Je laisse le karting chez eux, je rentre sans rien dire à mon père. Et j'ai fait la première course. Sans rien dire à la famille. Attends, je vais juste baisser, on a la radio. Sans rien dire à la famille. Putain, tu vois, les voitures modernes, c'est chiant. Comment on fait? Donc alors, tu laisses le karting là-bas. Et j'aille faire ma première course en karting. D'accord? Le mec, alors non, je ne vais pas faire ma première course. Je commence à tourner. Mon cousin, il avait un karting à vitesse. Alors, avec l'excuse que j'allais avec mon cousin, je roulais avec le mien. Mon père ne savait rien. Et mon cousin, qui a grandi chez moi, était plus grand que moi, très passionné aussi. Lui, il m'a ramené avec lui. Mais mon père, on n'a jamais dit, il vivait chez nous, mon cousin. Il vivait chez nous à la maison et il n'avait rien dit à mon père. Moi, je roulais avec mon karting. Lui, il avait le karting à vitesse. Et moi, j'avais la prise directe. Ouais. Je roulais. À un certain moment, le propriétaire de la piste, qui s'appelait Caleri, il me dit « Raoul, tu dois courir ». Et moi, je dis « non, mais tu sais, je n'ai pas les moyens, t'inquiète pas, je t'aide moi ». Alors, la chose magnifique, c'est que ma première course de karting, j'avais un sponsor d'avant. On avait pris un porte-numéro de les motos, tu sais, les kartings à l'époque, ils n'avaient pas comme aujourd'hui les trucs latéraux là. Les panneaux là, les panneaux. C'est ça, il n'y avait rien. Et il y avait un porte-numéro jaune. On avait coupé ça avec des petites lettres, on avait écrit sur le truc piste à sprint, carte Mondovì. Et lui m'a vraiment aidé. C'était sponsor, il m'a payé lui la course, il m'avait donné 4 pneus d'occasion. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je fais le 3e tape sur 32 départs, d'accord? Et il y avait le responsable régional de la commission sportive automobiliste italienne. Moi, je finis 4e ou 5e parce que c'était le départ lancé. C'était pas facile, tu vois. C'était pas facile. C'était ta première course. Première course, beaucoup d'émotions, là devant tout le monde. Les mecs derrière, ils poussaient en fond. Et moi, je finis 5e. À la place de prendre quelque chose, je perds. Je m'énerve comme tout, j'en commence à doubler tout le monde. Le champion régional était 2e. Et j'arrive et on fait une bagarre de fou. Et à la fin, je le dépasse à l'extérieur dans le lacet. Et j'arrive 2e à la course. Et je descends dans le trou de karting, il vient tout de suite à voir le propriétaire du circuit avec le responsable régional de la commission sportive automobilistique italienne. Il me dit, écoute Raoul, on veut voir avec toi quelque chose, on veut comprendre ce qu'est parce que tu as roulé tout le temps là-dessus, ou tu es quelqu'un vraiment de bon. Ouais, ou tu as le potentiel. Ou tu as le potentiel. Alors, dans 15 jours, tu vas faire un circuit de ville à côté de Turin. La ville s'appelait Grugliasco. J'ai dit, écoute, pour moi, c'est pas possible. Alors, quelqu'un qui tournait aussi sur le quartier, il dit, alors, je te ramène moi. Le mec, il avait un Fiat 132, c'est des souvenirs, regarde, des choses magnifiques. Lui, il a mis son karting sur le toit, le mien derrière, dans la berline Fiat 132. On a dormi dans la voiture, parce qu'on n'avait pas d'argent pour dormir
dans les hôtels, on a dormi dans la voiture, on a fait la course. Et la course, circuit de ville, j'ai gagné la course. D'accord. Et à la 4e course, le responsable m'a fait rentrer dans la nationale italienne de karting. D'un seul coup. D'un seul coup, à la 4e course. Et là, je ne payais plus pour courir en karting. J'étais devenu déjà pilote usine à la 4e course. Ils me donnaient 10 000 lire par course. Ça faisait 33 francs. Ça faisait 5 euros par course. Mais ce n'était pas l'effet de prendre 5 euros, c'était l'effet de rien payer pour aller courir en karting. Bien sûr. C'était extraordinaire. Et là... Là, tu as quel âge? 17 ans? Non, j'ai 16 ans et quelques, parce que j'ai commencé à 15 ans et demi, c'était la saison 15 ans et demi, tu vois. Moi, je suis de mars, la première course, j'ai fait juillet. Et j'ai fini la saison comme ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'à la première course, quand j'ai fait ce résultat, que je suis fait deuxième, sur le journal régional, ils ont tout de suite mis et une photo, le petit jaune. Et ton père, il lit le journal. Ah, mamie, sorti de tête parce que j'avais caché tout ça. Il t'a dit quoi? Il a mal prise, très très mal prise, parce que j'avais pas rendu participe lui, de qu'est-ce que j'avais fait, tout ça, il a vraiment mal prise. Et alors, j'ai toujours vu un peu rapport difficile avec lui. Mon père, il m'est jamais venu voir dans ce À cause de ça? Je sais pas, il a jamais. Il avait la. Oui, il n'a jamais aimé que moi je faisais ça. Peut-être que mon père, il n'a pas trop aimé le fait que j'essayais de faire tout seul. Et je l'ai vu un peu comme un ami. Le fait que lui, il restait toujours dehors. On n'a pas vu jamais la fusion, la relation là-dessus. Ouais, on travaillait très fortement ensemble. Mais sur l'effet autour de course, et c'est qu'est-ce que ça m'a manqué un peu. Parce que j'avais toujours l'obsession de vouloir démontrer à tout le monde qu'est-ce que j'étais capable de faire. Surtout à ton père. Ouais, surtout à lui, et j'avais pas la tranquillité de dire je vais calmement parce que j'ai tout le temps, j'ai la vie devant, je peux faire beaucoup de choses. Tu vois? Et j'étais toujours là que je voulais démontrer tout, je voulais gagner tout, je voulais faire le meilleur temps par la première essai dans le rallye pour faire voir à tout le monde que tu étais le plus fort. Tu avais toujours cette mentalité de tu n'avais jamais le temps d'attendre. Et il m'a porté à faire beaucoup d'erreurs, ça c'est normal. Et le rallye, du coup, tu arrives, parce que là c'est le kart, mais le rallye, tu commences quand? Qu'est-ce qui se passe dans les karting? Je fais le trophée, je gagne le trophée Pinguino en Italie, Penguin. Ouais. Il y avait très important en Italie, il y avait le trophée des industries à Parma et le trophée Penguin. Je gagne le trophée Penguin, je gagne un volant de Formula Alpha Boxer, d'accord? Et une école de pilotage qui s'appelait la Scuola Federale Excite, qui c'est comme le volant français FFCA. Et je gagne ça, je demande à la commission sportive italienne de dire non, je ne veux pas faire de la monoplace, je veux faire de rallye. Ils disent c'est pas possible, un pilote de karting, il faut qu'il fasse de la monoplace. J'ai dit moi je ne peux pas faire de la monoplace, j'ai aucune sou. Et je ne peux pas faire de la monoplace, ça coûte trop cher et je veux faire de rallye et pas de la monoplace. Et comme ça, j'arrive à les convaincre. Ils me font faire l'école de pilotage sur monoplace, sur rallye. Et là-bas, il y a Lele Pinto. Lele Pinto, c'était le développeur testeur de l'ancien, champion européen de rallye. Et tout ça, c'est un mec fantastique. On avait dit, le mec était polyomyélique. Il avait un problème en jambe. Oui, incroyable. Qu'est-ce qu'il faisait avec la voiture? Avec un seul pied. Tu sais, à l'époque, les voitures, ils n'avaient pas toutes les boîtes séquentielles, ça n'existait pas, ça. Boîte à carbone. Donc avec un seul pied, il gérait les 3 pédales. Oui, il partait au départ, il pointait l'embrayage, après, paf, il tirait l'embrayage, il mettait la jambe là, et paf. Un truc que j'ai jamais vu. Tu voyais, la chose spectaculaire aujourd'hui, avoir une vidéo de Lele Pinto, son pied droit, qu'est-ce qu'il faisait, c'était hallucinant. C'est hallucinant. Parce qu'il conduisait comme tout le monde, il conduit avec le pied gauche, lui il faisait au pied droit, frein, accélérateur en même temps, mais même dans le rapide, dans tout le monde. Incroyable, jamais vu une chose comme ça. Le mec est un petit Popeye, 1m65, des bras, des avant-bras comme ça, des mains, que tu serrais la main, tu disais non mais c'est pas possible, plus grand qu'un volant. Incroyable. Énorme. Et là il y avait lui et le chef de l'école de pilotage c'était Mauro Pregliasco, aussi notre champion de rallye, gagné le championnat européen, il était pilote usine Lancia, pilote usine Alfa Romeo. Alors qu'est-ce qui se passe? Et Mauro Pregliasco avait marié une femme de Cuneo. Je connaissais pas trop les rallyes, tu vois, parce que j'étais plus circuit à l'époque, mais je voulais faire des rallyes à toute force. À la fin, qu'est-ce qui se passe?
Lele Pinto, et moi je fais l'école de pilotage, et tout, je sors comme première à l'école de pilotage, et Lele, il appelle Mauro et dit, écoute, il faut que tu le vois tout de suite, parce qu'il faut qu'on le prenne, qu'on le suive. Lele Pinto, il travaillait encore pour Lancia, d'accord? Il était le testeur pour Lancia, développeur de la Lancia Delta et tout ça, de la Delta S4. Tout Là, on est en quelle année là? 87. 87. 13 septembre 1987. Mais c'est preciso, c'est précis. Le jour avant, championnat du monde de karting Formule 1 à Jesolo, et le lundi matin à Roma, Vallelunga, à faire l'école de pilotage. Énorme. Magnifique. Et alors, lui l'appelle, je rentre chez moi, je reçois un appel pour cet monsieur qui s'appelle Mauro Pregliasco. Je me dis, waouh, moi je tremblais tout, j'avais 18 ans, je n'avais pas encore rien fait et tout. J'avais 18 ans et quelques, 6 mois. En Italie, il y avait une loi que tu ne pouvais pas courir si tu n'avais pas, pour avoir la licence, il faut avoir 1 an de permis un jour. Sinon, tu ne peux pas avoir la licence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mauro, il m'appelle, il me dit, écoute, comme ça, on a un programme sur toi. Et peut-être. Mais t'étais trop jeune du coup. J'étais très jeune, peut-être qu'on en commence déjà à te mettre dans la voiture maintenant. Et moi j'ai dit waouh, avec grand plaisir, toi c'était septembre et tout ça. Donc sur une Delta. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils tournaient un film en Italie qui s'appelle Rally. Et il y avait des acteurs italiens et tout ça, il y avait plusieurs acteurs et tout ça, Delta S4, tout ça, et la Delta 4WD, d'accord? Parce que c'était l'époque de la Delta 4WD. Alors tout ça, et il me dit, il faut que tu viennes à Turin, à Corso Marche, chez Abarth, non, à la Barthes, à l'usine. Et je me rappelle encore toujours, Rino Buschiazzo, quand je rentre à l'atelier, il me dit, la voiture c'est là, sort là. Il faut sortir, il faut charger les voitures sur les camions, celle-là c'est celle que aide-moi, et celle-là, il dit, sort là, c'est celle-là que tu dois sortir. Et moi je dis, moi je sors de la voiture? Il dit, oui. Tu sais comment ça démarre? J'ai dit, écoute, je peux comprendre, je cherche de comprendre, mais je ne sais pas. Alors je me rapproche, il y avait le coupe-circuit là, tac, je mets le coupe-circuit, je tire le bouton qui fait démarrer les pompes, il dit, fais tourner les pompes jusqu'à quand tu les entends, que le bruit se remplit, quand tu entends que le bruit se remplit, tu démarres avec le bouton. Et comme ça, je fais tac, tac. Et après, la chose, c'était pas évident de mettre la marche arrière, parce que la marche arrière, il faut remonter et tourner à côté de la première. Tu vois? Et moi, qu'est-ce que je fais? Il m'expliquait tout. Et je me rappelle comme aujourd'hui, il y avait la voiture avec tous des stagiaires, avec toutes les pièces détachées, avec des petites cartons roses, avec écrit qu'est-ce que c'était, je sais pas, boîte de vitesse, porte-clés. Mais il y a un côté artisanal. Il y avait un côté... non, c'était hallucinant, c'était qu'artisanal. Moi, je dis tout le temps, la chose plus belle que j'ai vécue dans ma vie, Là, tu prends à droite. quand j'étais avec Audi et tout le monde et Renault, en réalité, des fois, qu'est-ce que c'était incroyable, c'était non seulement qu'est-ce que tu as conduit, mais c'était avec les personnes qui tu as travaillé, la capacité, l'artisanalité, le savoir-faire de la personne. Ils changeaient une boîte de vitesse en 9 minutes pendant une course. Mais la boîte de vitesse, il brûle, tout il chauffe, personne, chacun il devait diviser ses vis, chacun il devait toucher ses vis. C'était incroyable qu'est-ce qu'il faisait. C'était extraordinaire. Et là, on prend de la Delta et on part et on va à la montagne, à rouler dans la neige. C'était décembre, janvier, tu vois. C'était avant Noël et après Noël. Et après la Nouvelle An. C'était magnifique. Et là, on a commencé à rouler sur la neige. Et là, moi, on commençait à mettre un peu dans l'orbite de le team, tu vois. J'étais déjà là-dedans, un peu comme petit élève à former. Et là, avec Mauro Pregliasco, tout le monde. Là-bas, logiquement. Et on a fait tout ça. Et je remercie énormément Mauro Pregliasco parce qu'on a fait, c'est lui. Après, qu'est-ce que je devais faire? Je peux pas. En Italie, il y avait une loi qui te devait, première année de permis de conduire aussi, tu peux conduire que les voitures avec 70 chevaux. D'accord? Tu ne peux pas dépasser la puissance. Il y avait une limite du conducteur, comme il y a toujours encore aujourd'hui en Italie, mais je crois que c'est un peu plus. Mais avant, c'était 70 chevaux. La seule voiture de course qui avait 70 chevaux, c'était la Opel Corsa SR. Et il y avait un championnat monomarque Opel Corsa, parce que la Fiat Uno, première année, c'était 1,70. Après, ils sont passés à la Uno Turbo. Alors, j'ai fait l'Opel Corsa. On fait l'Opel Corsa, où il y avait des primes. Et la commission sportive italienne, il me donne de l'argent pour courir. Il me payait la location de la voiture, étant donné que j'avais gagné le volant, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe? J'allais à courir, moi et ma copilote, on faisait, moi 49 kilos, elle 44, on faisait 93 kilos à deux.
et on donnait au second, au kilomètre, au deuxième. Ah bah, c'est à sûr. tout le monde. Mais un truc de fou. Un truc qu'on donnait. Et chaque fois, le mec qui louait, qui s'appelait Fabrizio Colombi, qui existe toujours, qui louait l'Opel Corsa à la commission, il disait je ne peux pas continuer comme ça parce que ça me coûte de plus remonter la voiture pour les vérifications techniques parce qu'il lui demandait la voiture complètement. Il disait que c'était pas possible. Tu vois, on était toujours dans le classement général dans les premières 20 avec un petit Opel Corsa avec 70 chevaux et on massacrait le deuxième, tu vois, de championnat, de classe et de monomarque. À la fin, j'ai dit, je vais à Rome, je prends un rendez-vous, je prends un avion, je descends à Rome. Et je dis, écoutez, je voudrais faire un discours avec vous. Dites, j'avais pas beaucoup d'argent et je voulais avoir un peu d'argent pour être sûr que l'année après, je peux découvrir avec la Uno Turbo. Et je dis, écoutez, moi, je vous fais une proposition. Ma maman, il a un Opel Corsa aussi. Je voudrais essayer de courir avec l'Opel Corsa de ma maman. Si je cours avec l'Opel Corsa de mon âme, vous me donnez l'argent. Et ils disent, oui, il n'y a pas de problème, mais Raoul, fais très gaffe, parce que si tu ne gagnes pas, on ne t'aide plus. Pour toi, c'est l'année test. Et ta mère, elle avait une L'Opel Corsa SR, elle SR. roulait tous les jours, tu vois. C'était sa voiture. Elle de mon père. À la famille, on avait ça. Mon père dit, mais t'es fou, tu veux faire quoi avec la voiture? J'ai dit, écoute papa, laisse-moi faire s'il vous plaît, donne-moi cette possibilité, je te demande rien, je veux rien, laisse-moi faire. Une discussion hallucinante, à la fin, ma mère, Elle dit oui. écoute ma maman, il m'a vu très jeune à 19 ans, mon père aussi à 22, tu vois, j'avais 40 ans mon père et 39 ma mère, il me dit, écoute, on le laisse faire, on essaye, on lui donne la possibilité, à la fin, Opel, on donne un kit, est allé là-bas t'acheter un kit, il me l'offre, il me donne le kit, parce que j'étais premier au championnat, il m'offre le kit, je prépare la voiture de ma mère avec mon copain Carlo qui est toujours avec moi encore aujourd'hui, qui est celui qui déplace les voitures à droite et à gauche. Génial. C'est toujours. C'est ton frère. Oui, plus. Il a passé ma vie à côté de moi tout le temps. Il est venu avec moi chez Lancia, chez Renault, chez Audi, partout. Il travaille avec moi encore aujourd'hui. Et avec Carlo, on prépare la voiture. On prépare la voiture de maman, qu'à la fin, ma maman, elle était flambante, tu vois, parce qu'il aimait. Tous les jours, tu sais, les rallyes, c'était vraiment quelque chose Un peu en Italie. populaire, tu Ah vois. oui, les Ces Italiens. années-là, 80, 90, les rallyes, c'était populaire. Et le 38 ans, arrivé le jour, roulait avec la voiture, avec les pare-bouées, l'arceau, les harnais, ça lui faisait, tu vois, tac, elle était belle, au fond rouge, tout le monde la regardait. Ouais, il faisait tout comme ça faisait voir un fils sur une voiture de rallye, c'était extraordinaire. Et je cours avec la voiture de maman et pour ma chance, c'était moins rapide que l'autre, mais on gagnait quand même. On gagnait quand même et on a gagné le championnat Opel Corsa régional. Tu vois, parce que c'était comme ça, il y avait les zones, tu vois, comme bien sûr, bien sûr. Il y avait ça s'appelait zona 2, prima, seconda zona. Et on fait ça et on gagne le championnat. Et à la fin, moi je gagne un peu de sous. Et je travaillais à fond, mais tu sais, mon père était un peu, tu peux connaître le mot, tu vois, étant donné qu'il était d'origine italienne, il était un peu patriarcal, non? Vas-y. Moi, je travaillais, mais l'argent, il le prenait toujours lui dans les comptes, tu vois. À la fin, j'étais propriétaire de rien. J'avais de l'argent, mais je touchais pas, j'avais pas l'argent dans mes mains, Ouais. tu vois. Et ça me faisait venir fou, parce que chaque fois que je devais demander quelque chose, Fallait demander je à ton demandais père. à lui. Je gagnais pas beaucoup d'argent, mais je gagnais bien. J'avais 18 ans, 19 ans, je gagnais comme aujourd'hui 3000, 3500 euros le mois. Ah, c'est et bien. j'économisais tout à fond, j'économisais à fond, je travaillais avec les marchés, tout ça, je mettais que l'argent à côté. Papa, à la fin, je dis, bon papa, écoute, papa, moi j'ai besoin que tu me donnes 10 millions de lire, quand même moi je travaille, que ça faisait 5000 euros d'aujourd'hui, parce qu'au Fiat, il me fait une promotion, une forte remise, je peux acheter une Fiat Uno Turbo et je vais commencer à faire le championnat Uno Turbo. Arrête avec cette voiture de merde, va travailler, laisse tomber, ne te prends pas la tête avec ça, papa, laisse-moi tomber, je t'ai jamais rien demandé, j'ai pas de voiture, j'attends de sortir le soir, quand toi et maman vous rentrez pour utiliser la vôtre, ou ta Fiat Uno, ou l'Opel Corsa de maman, que mon frère était plus grand, il prenait lui, il sortait, j'ai pas de voiture, j'ai rien, j'ai 19 ans, je crois que c'est normal que je m'achète une voiture et je veux m'acheter une Uno Turbo. Et non, je peux pas, tu vas te faire mal, un truc là. Papa, je veux m'acheter la Uno Turbo, si tu m'aides pas, je vais à la banque, je fais quelque chose, je m'achète la Uno Turbo. À la fin, il me vire 10 millions de lire sur mon compte, d'accord, et il me fait acheter ma Fiat Uno Turbo. Et là, avec des copains de Quelle couleur elle était? Blanche. Blanche parce que pour le sponsor, Pour le rallye, il la faisait pour blanche, Fancy, tu vois. ouais, bien sûr. Et là, j'achète aussi un Fiat 131 Panorama diesel pour faire l'assistance. Ouais, pour le- C'était le break, tu le vois. break. Le vieil break des années 83, 84, un truc comme ça. Et là, avec des copains, on est parti à faire ça. Mon premier rallye avec la Uno Turbo, c'était en Sardaigne. 47 voitures au départ, j'oublierai jamais ça. J'avais 19 ans, petite, mince comme ça.
On arrive là-bas, pendant les essais, tu sais, pendant les essais, les mecs, ils sont tous là pour te massacrer, non? Pendant la reconnaissance, les rallyes à l'époque, tu arrivais 20 jours avant et tu faisais des reconnaissances à fond. Et tu roulais. Jour et nuit, tu t'apprendais dans la terre, dans la boue. Alors, j'arrive dans un endroit, il y avait tout un descente comme ça, après il y avait à gauche, il pleuvait. À fond, il y avait énormément de bouée. J'arrive, quatrième, je freine, troisième, deuxième, premièrement, fou. Je sors dehors, j'arrive pas à tourner. Je suis arrivé trop fort, je sors dehors. Ils arrivent des pilotes, là, les plus forts. Il y avait un certain Bartolini, il arrive, il dit, attends, Raoul, excuse-moi, il dit pas Raoul parce qu'il ne connaissait pas. Il dit, non, mais je n'ai pas compris, tu as freiné là, comme ça, pour sortir jusqu'à là-bas. Il dit, écoute, oui, je suis arrivé là-bas, j'ai freiné, quatrième, troisième, deuxième. Il fait, non, petit, je t'explique, il me dit, lui, là, tu n'arrives pas en quatrième, troisième, deuxième. Là, tu arrives en quatrième, tu donnes un coup de pied gauche, tu la mets de traverse, tu la jettes un peu avant, tu rentres en quatrième, tu coupes dedans, et la voiture était au pire, tu donnes un petit coup tu débrailles un peu avec l'embrayage. Bon, et moi, non, j'étais pas sorti en deuxième, j'étais sorti en troisième. Je dis, ouais, Tu te dis c'est pas fait pour moi. J'ai dit, c'est pas pour moi, comme ils arrivent en quatrième, il la jette, il la met dedans. Tu sais, ça, c'est pas fait pour moi. On arrive à la course, première spéciale, c'était celle-là. Il pleuvait pas, la terre était, il avait plu le jour avant, il y avait beaucoup de bouée, mais il tenait un peu plus. Alors on arrive, toute la descente, on arrive là-bas, moi prise un peu dans la peur, tout ça. J'arrive, je sais, non, mais c'est pas possible, passer en quatrième. Ça passe pas. Troisième, je passe en deuxième. Et dans ma tête, je dis, putain, je suis nul, je suis pas bon, c'est pas fait pour moi, je ferai jamais rien. Et je partais sur 40 plus pilotes qu'il y avait au départ, 48. Je partais, je crois, parce que t'étais pas connu, tu partais. Dernier, quoi. Oui, 39e, 40e, un truc comme ça. Tu vois, les derniers. J'arrive à fond de la spéciale, 8e temps et première descente dans 23 de ces ordiens, tu vois. Et là, je te dis pas au départ de la deuxième spéciale, les journalistes, tout le monde, parce que les premières 15, c'était des phénomènes, tu vois. C'était vraiment, et j'avais fait 8e temps, 3 secondes de première, rien, 2 secondes de première, sous 18 ou 20 km. Ouais, et tout le monde était là, non, mais attends, avec une voiture faite à la maison, et c'est qui, qu'est-ce qu'il fait. Et alors déjà c'était magnifique parce qu'après là tout le monde était repère. Alors après il y avait la guerre pour les petites écuries. Tu veux courir pour moi le prochain rallye, je t'offre les pneus, je t'offre l'inscription. Alors là choisir qui c'était le mec qui t'aidait le plus, tu vois. Bien sûr. Qui c'était le mec qui t'aidait le plus. C'était magnifique. Et là on est parti, c'est commencé comme ça. Et 1990. Il y avait en Italie un team qui gagnait tout, il s'appelait Quattro Rombi, il gagnait tous les championnats de Fiat Uno Turbo, il faisait courir des Fiat 131 Abarth, des Delta et tout ça, il gagnait beaucoup, c'était à côté où il y avait Mickey Biasion, à Bassano del Grappa. Bien sûr. Là-bas c'était vraiment le Veneto, c'est la concentration, tous les pilotes ils venaient de là-bas. Ah ouais, les forts pilotes de rallye étaient tous là-bas, Sandro Munari, je peux dire, je sais pas, Lucchi, Penariol, tout le monde il venait de là-bas, tous les pilotes très forts ils venaient de là-bas, del Veneto. Il y avait une forte concentration. Dans le Veneto. Ouais, incroyable, à côté de Venise, tout là-bas autour, Bassano del Grappa, Cornuda, Treviso, Tony Fassina, ils venaient tous de là-bas. Et à la fin, qu'est-ce qui passe? Qui faisait les voitures pour Quattro Rombi? C'était Luigi Sartori, d'accord? Luigi Sartori et Quattro Rombi, depuis 20 ans tous ensemble, ils se séparent. Le problème est que personne ne connaissait Luigi Sartori. Tout le monde y connaissait Quattro Rombi. Parce que Luigi Sartori, c'est un monsieur très réservé. Mais il était l'homme de l'ombre. Oui, c'était pas un mec qui voulait de la notoriété, très discret. Alors les mecs comment on dit, les mecs de l'ambiance, ils connaissaient. Mais pas trop, tu vois, pas à niveau national, personne ne savait. Le grand public ne le connaissait pas. Tout le monde, c'était de courir pour la Quattro Rombi, pas pour Luigi Sartori. Luigi Sartori m'appelle, il me convoque, il me dit, écoute Raoul, et avec Fiat, avec l'ingénieur Gastaldi, Giorgio Gastaldi, qui était le responsable du championnat monomarque Fiat Uno Turbo, il me convoque à Turin, on se trouve à Turin chez Abarth, il dit, l'ingénieur, il fait, écoute, je suis en train de faire quelque chose pour toi, et la prochaine année, tu auras un programme totalement officiel, tu ne payes rien pour courir, et je suis en train de voir, parce qu'eux, ils ne veulent pas, je suis en train, l'ingénieur, il dit, de te faire avoir les primes à toi. Tu vois, tu ne prends pas de l'argent, mais tu prends les primes. Comme ça, avec toutes les primes que tu gagnes, tu voudras te payer
tes reconnaissances et tout ça. Ah ouais, ça te... Il dit ok, magnifique, ingénieur, lui m'aimait énormément. Ingénieur Giorgio Gastaldi, il est décédé, le pauvre, c'était lui vraiment, après qui chez Fiat, il m'a pris vraiment Sous son aile, ouais. Incroyable avec Mauro Predasco et tout ça. À la fin, l'ingénieur, il arrive à faire ça. Et moi, par contre, il ne voulait pas me donner de la place pour le sponsor. À la fin, je bagarre, j'arrive à voir les lavants comme pour moi. Tu sais, les lavants de la voiture. Oui, il y avait les sponsors de la marque, tu vois, tous les sponsors du championnat Uno, il y avait Ferrodo, il y avait Fiat pièces détachées, il y avait le Wheel, il y avait tous les pneus Michelin. Et moi, j'arrive à me faire donner tous les lavants. Discussion, j'arrive à faire ça. Et à la fin, moi, je gagne le championnat italien Under 23. Au début, ils devaient avoir que moi comme pilote normal. Après, ils ont pris notre pilote, plus grand que moi. Il avait 31 ans, il s'appelait Piero Longhi, il avait 30 ans. Et ça, c'était une chose qui m'a un peu perturbé parce que c'était pas dû, parce qu'en réalité, j'aurais dû gagner le championnat absolu et celle-là. Mais à la fin, ils ont pris lui. Comme ça, j'ai fait deuxième en championnat absolu et première des Under 23. Ça m'avait fait un peu mal. J'ai pas trop accepté. Mais après, j'ai dit j'aurais quand même. Le fait que je payais pas, j'avais pas d'autre solution. Et ma copine de l'époque, c'est devenue après mon épouse et la mère de ma fille Clarissa, c'était une passionnée de rallye et j'avais imposé elle avec moi. Ok, comme copilote. Non, comme pilote. Eux, ils n'étaient pas trop connus parce qu'ils avaient fait 2-3 courses en Delta, mais eux, ils ne voulaient pas. Ils voulaient mettre notre fille. J'ai dit, si vous voulez moi, il faut prendre le ciel. Et je suis arrivé à l'imposer. Elle, je l'ai formée. Elle, elle a gagné aussi le championnat féminin. On avait tout gagné à cette époque-là avec le team. Et là, après, j'ai vu le volant de Lancia. Lancia, ils m'ont fait faire le motor show de Bologna, un groupe N, s'appelait Delta Copaxai. L'ancien Delta Commission Sportive Automobiliste Italienne. Ils ont demandé l'autorisation à Marlboro à me faire utiliser la voiture de Gustavo Tralles, qui avait fait deuxième dans le championnat du monde de groupe N. Et avec le sponsor Marlboro, ils avaient demandé l'autorisation. À l'époque, il y avait Maurizio Rivabene à Marlboro. Quand ils ont vu que Fiat demandait une autorisation à mettre un gamin de 21 ans, parce qu'à l'époque, les pilotes de rallye, 21 ans, ça n'existait pas. C'est pas comme aujourd'hui. Ils avaient 30 ans. Ouais, un champion, il sortait à 28-29 ans. Il devenait pilote usine à 28-29 ans. Vraiment un phénomène comme Mickey Biasio et tout ça, autour de 30 ans, pas 20, tu vois. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils disent, on envoie un superviseur. Comprends pourquoi en Italie, avec Mickey Biasio et Alex Fiorio, deux champions du monde, ils voulaient voir pourquoi Fiat il donnait une voiture comme ça et ils demandaient l'autorisation à regarder les couleurs du championnat du monde. Et moi, je vais et je gagne la course contre tous les pilotes qu'il y avait de l'époque. Je pense qu'il faut tourner là, mais j'ai un doute. On avance encore un peu, on va voir ça. Pas l'autre, après on revient. Ouais. Non? Ouais, on fait ça. Allez. Et comme ça, et après, je gagne le motor show de Bologna. Et après, c'est un peu compliqué parce que j'étais vraiment jeune. Peut-être que l'ancien n'avait pas vraiment envie déjà de me faire courir, mais il voulait me faire répéter le trophée Fiat Uno. Et là, à la fin, ils ne sont pas venus revenir arrière, ils m'ont donné un programme. Mais ils m'ont donné un programme un peu mixte, tu vois. Pas vraiment un seul championnat, tu vois. Je faisais plusieurs courses partout, oui, je crois que c'était là. Ouais, je pense aussi, ouais. Plusieurs courses, tu vois. Je faisais plusieurs courses. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même gagné une épreuve de championnat italien de rallye sur terre, un groupe N, contre tous les groupes 1. Gianni Del Zoppo et tout ça, c'était jamais arrivé. La première fois qu'un pilote avec un groupe N, il gagne contre tous les groupes. Ah oui, parce que c'est une voiture qui est moins puissante, oui, un groupe N, c'est une voiture de série. Hein. C'était des courses très très rapides et la Delta Group A était favorite. Toi, t'es à l'aise. T'étais à l'aise sur quel type de tracé? C'était quoi ton truc? Le rapide, le serré, le gras, le mouillé? Très rapide, quand il glissait beaucoup, la terre, la neige, j'aimais beaucoup, et le rapide. Le rapide pour moi, je crois que le fait que j'arrivais dans les kartings, le rapide, il m'aidait beaucoup plus. Tu vois. Les trajectoires et tout ça, moi j'ai vu 3 copilotes, et mes copilotes, quand ils venaient la première fois en voiture avec moi, ils disaient que c'était incroyable les trajectoires que moi je faisais, tu vois. Même dans les notes, je mettais beaucoup de trajectoires, tu vois. Retard, reste large, serre, tu vois.
Et après, j'ai couru pour eux. Après 91, 92, on a fait beaucoup de courses au groupe A. Ils m'ont fait faire un peu de tout, championnat d'Europe, ils m'ont fait courir à droite à gauche, île de Madeira, c'était magnifique. Et je faisais le testeur, développeur pour la Delta Evolution avec Mickey Biesio et Lele Pinto. D'accord. C'était extraordinaire, c'était quelque chose. Là, c'est vraiment des années qui t'ont marqué. Hein. Incroyable. Ta marque de cœur, c'est l'ancien? Eh bien, c'est eux qui m'ont permis de... Tu vois, après, c'était, tu sais, c'est comme dire, pour un pilote italien, courir sur l'ancien, c'est comme dire faire la Ferrari et F1. Hein. C'est pareil. C'est la même chose. Hein. Après, à l'époque, tu peux me croire, c'était incroyable le rallye. Hein. Bah, l'ancien, dans les années fin 80, début 90, c'est la folie. Déjà, eux, ils me donnaient la voiture, je me rappelle toujours, tu sais, je me rappelle la première Delta qu'ils ont donnée pour aller à la maison, pour aller tous les jours, était immatriculée TO 14360S. J'oublierai jamais. Quand j'ai pris ça, j'ai dit, attends, mais c'est quoi ça? Je me réveille, non, je suis rentré chez moi à la maison avec ça. Tu sais, j'avais 20 ans, 21 ans. Tous mes copains, on n'avait rien. J'ai dit, attends, Raoul, la Delta, c'est un truc de fou. C'est un truc extraordinaire. Ah, c'est clair. C'était magnifique. Bah alors, comment tu t'atterris à Monaco? Quand j'ai signé par eux, décembre 90, quand j'ai signé par eux, c'est eux qui m'ont donné tout ça. D'accord, ok. Il faut que tu es devenu professionnel, pilote pro. Maintenant, il faut que tu vas habiter à Monaco, bien évidemment pour les impôts. Juste pour des questions fiscales? Oui, pour gérer tout ça plus facilement, les impôts et tout ça. Après, l'avantage de Monaco, c'est que tu n'es pas loin de Turin, tu n'es pas Mais loin... moi, la chance que j'ai, qu'avec le col de Tente, d'accord, on est à 108 km de Monaco. Ah oui, c'était en route de montagne, mais ça ne me dérangeait pas la faire, tu vois. Et c'est 108 km. Moi, j'étais vraiment chez moi, tu vois. Je peux défaire les allers-retours. C'est sûr que si tu avais été des Pouilles ou si tu avais été de Sicile... Je n'aurais pas regretté d'habiter à Monaco quand même. Hein. Donc Monaco, donc compétition. Ouais, après je cours à Audi encore. Pardon, je fais 92, 93 avec l'ancien, il me dit reste tranquille là parce que peut-être tu te rappelles que l'ancien il faisait l'ancien après Fiat, Exact. Il faisait Fiat 131, Lancia Stratos, 124, il faisait des alternances. Il me dit tu verras qu'on va faire un typo 16 sur pape, on l'habille des typos, mais ça sera Delta au-dessous. Ah ouais. Oui, le projet c'était ça. Tu vois, la typo elle n'était pas très belle. Hein. On la punto. Tu vois, on va refaire. Une silhouette de punto de typo, mais avec il une... Il changera juste les coques, mais les ailes, les portes et les trucs, mais on gardera la voiture. Et à la fin, ils attendaient. Moi, j'avais 24 ans. Et j'ai dit, écoute, Raoul, t'inquiète pas, tu verras. Ils me payaient, mais je courais pas. Et je voulais pas, j'avais 23. T'avais envie de courir, toi? 93, j'avais 24 ans, moi, je voulais courir en voiture. Alors, je demande l'autorisation à faire une course. Ils me la laissent faire. Et... Attends. Ouais, mais il n'y a pas de route, là. Je crois que c'est celle-là. Ouais, continue. On continue. Accessoirement, on est toujours en train de faire un rallye, nous. Hein. Ouais. On essaye. Et à la fin, il m'appelle, c'était magnifique. Je suis à Rome pendant un cours de pilotage pour Bugatti. Je travaillais pour Bugatti. D'accord, on faisait les Bugatti à l'époque, ça appartenait à un Italien. Un Italien, oui, Artioli. Et on faisait, moi je faisais le moniteur je t'apprendais à conduire avec la Bugatti B110. Tu achetais la Bugatti B110, si tu voulais, tu peux faire un stage de pilotage. C'était avec toi? Avec moi, avec deux autres pilotes, on faisait ça. Pas avec le collaudateur, pas avec Loris Bocchino. Lui, il ne travaillait pas avec nous, lui, il développait la voiture. Mais nous, on faisait ça sur le circuit. Imola, Vallelunga et Monza. L'acheteur de la voiture, il pouvait choisir le circuit et on faisait aussi des trucs de présentation de la voiture. D'accord, ok. Démonstration, quoi. On invitait des clients, on faisait ça. À un certain moment, je suis à Vallelunga, il y a un japonais qui parle romain avec l'accent de Rome, tu vois. J'étais, mais elle est où improbable. Non, elle est où le mec de Rome? Qui est caché. Je vois le japonais, il s'appelle Mario Sakamoto. À un certain moment, il m'a dit, tu sais, il travaillait pour Bugatti. D'accord, c'était le responsable de tous les marchés. Mais il s'appelait Mario quand même. Mario Sakamoto. Sakamoto. Alors il me dit, il me le présente, je le responsable, et il me fait comme ça avec le doigt. Après, je te dois parler. Je dis, ok. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Non, moi, c'est ça. Je suis là. Avec là, on fait sa journée de travail. Le soir, il faut qu'il me dise, écoute Raoul, il faut que je te parle, d'accord? Tu sais, je suis été chargé par Audi Allemagne, Smith Motorsport. Smith Motorsport, c'est
Un team qui faisait courir, qui a fait l'Audi S5, qui fait courir Arrivatene dans le championnat du monde. Malheureusement, c'était le propriétaire du team Syntec où il a perdu la vie, Ronald Ratzenberger aussi. Il gérait le programme Audi. Ils avaient dans le championnat du monde Sepp Aerder, c'est un pilote autrichien, d'accord, qui faisait le championnat du monde avec l'Audi coupé, la S2, la 80, d'accord. Et il me dit, tu sais, Audi, il veut rentrer dans le championnat italien sur terre. Il y a 3 pilotes, il y a Sergio Pianezzola, il y a Pier Giorgio Deila, tu vois, ici. Pier Giorgio Deila et toi, Sergio Pianezzola, Pier Giorgio Deila et toi, que vous êtes, et vous devez venir faire un test en Allemagne, chacun un jour, et après on choisira qui prend, d'accord. Et on part, on va faire cette test. Attends, je te coupe. Ce qu'on va faire, on va mettre le GPS parce qu'on se prend la tête là, parce qu'à mon avis on va se gourer. Donc tu me parles de c'est dingue, un japonais qui parle romain. Ah oui, oui. Il était né à Rome, lui. Né à Rome. Son père, c'était le consul de Japon à Rome. Et lui s'occupait du développement de tous les marchés asiatiques de Bugatti. D'accord, ok, incroyable. D'accord, c'est incroyable. Tout et ça. Donc lui, il te dit, Audi, il cherche un pilote. Non, Audi il m'a contacté parce qu'il veut pour vous contacter à vous. Il me dit, par contre, les deux autres, je ne le vois pas trop charismatique, je t'aime beaucoup. Tu vois, je te suis depuis 2-3 courses et je t'aime beaucoup comme personnage. Il dit, tu me suis? Ah oui, oui, ça fait un moment qu'ils m'ont chargé de ça. Je suis venu sur le rallye à vous voir et tout ça, je vous suis, je regarde les résultats, je regarde les attitudes parce que c'est un peu mon métier de voir un peu, de découvrir les personnes. Et pour le moment, je voudrais mettre un point de plus sur toi que les autres. La seule chose, il faut que toi, tu en repayes niveau chronométrique. Parce que ça, je ne peux pas dire que tu es plus sympa, que tu es plus... Il faut que tu sois bon aussi. Tu as une bonne image supérieure aux autres et tout ça, mais il faut que toi aussi tu fais parler les chronomètres. Tu sais, moi j'étais une des premières pilotes, toujours à aller comme candidater les primes, mettre la veste, la cravate, toujours, oui, avec tous les jours les chemises, avec les sponsors. Je travaillais beaucoup sur ça parce que j'avais besoin, tu vois. J'avais des super sponsors parce que moi, quand j'étais à l'ancien, j'avais Marlboro, j'avais Erg. Erg, c'était Essence. J'avais Alpitour, c'était le leader européen des voyages, des vacances organisées. J'avais des super sponsors, Aperol. Donc tu avais une démarche moderne. Tu vois, j'ai travaillé sur ça énormément, tu vois. Et j'avais toujours un petit côté de partie de voiture à moi où je me vendais à chaque rallye. Moi, chaque rallye que j'allais, je cherchais toujours la boîte la plus grosse de l'endroit. Technique, non? J'avais d'autres techniques incroyables. Tu sais, les grosses usines, normalement, sont toujours dans des endroits à la campagne, c'est jamais au centre de la ville. Tu vois, c'est toujours... Qu'est-ce qui se passe? Que 99% le soir, les propriétaires de les grosses boîtes, ils vont à manger dans des trattorias du pays. Ou avec des clients, au midi ou le soir, ou avec des clients, ou tout seul, avec la famille. Mais ils ont la cantine, c'est leur cantine. Leur cantine, toujours comme ça, d'accord? En Italie, ça marche comme ça, toujours. Et c'est des gros entrepreneurs. Nous, on arrivait, tu sais, j'avais le programme Lancia, on garait la voiture d'avant, les mécaniciens, tout ça, les mecs qui flambaient, les mecs qui voyaient à la Delta Usine et tout ça, ils venaient dehors de tête. Et chaque rallye, je ramassais des sponsors comme ça. La technique. Ah oui, la technique, ça marchait à fond. Surtout dans le centre-sud, je te dis pas. Le centre-sud, après, les mecs, ils mangent tout le temps pas au resto, surtout à midi. À midi, ils vont... J'ai connu des clients, j'ai connu des entrepreneurs, le propriétaire de Riello. Riello, c'est la boîte qui faisait les chaudières et tout, le plus gros groupe mondial, tu vois. Aujourd'hui, il a été acheté par un grand fonds d'investissement. J'ai connu tout le monde comme ça. J'allais je me renseignais où ils vont, je demandais à les hôtels. Tu demandais aux hôtels. Ah oui, à les hôtels. C'est où la trattorie où vont manger tous les mecs d'ici. J'ai vu qu'il y a l'usine comme ça. Je regardais, tu sais, je prenais les pages jaunes. Les pages jaunes, c'était les... T'as gardé tes 49 kilos ou pas? Ah oui. Moi, j'étais toujours comme ça. Après, je faisais beaucoup de... Conduire un Delta Gruppa, c'était pas facile. Hein. C'est dur comme voiture. Nous, on avait des essais de 50 km. Hein. 50 km. La Due Mari, la demeure à l'île d'Elba, c'était 54,8 sur la terre. Hein. 54,8 sur la terre avec le casque et tout ça. Et l'autre jour, je rencontre Piero Longhi. Il me dit, tu te rappelles, Raoul, la Due Mari à l'isola d'Elba, 54,8. En plus, il me dit,
On avait fait le même temps ex aequo, on a gagné la spéciale. C'est pas qu'on participait, tu dis. Et Piero Longhi, qui à la fin était mon plus grand guerrier, mais on a partagé des moments fantastiques ensemble. C'était ton plus gros concurrent, lui. Et oui, parce qu'après, à la fin, tu vois, c'était comme ça. Moi, j'étais beaucoup plus jeune. C'était pas facile, tu vois, le rapport avec, tu vois, c'est un peu compliqué, mais ça allait quand même bien. On ne veut pas regretter, on ne veut pas dire des choses qui ne sont pas bien aujourd'hui, parce que c'est que des magnifiques souvenirs. Et à la fin, on a passé des moments extraordinaires ensemble. Et lui, justement, il dit, Raoul, à 48 km, 54,8 km. Et la chose hallucinante, qu'on a gagné la spéciale, on n'a pas participé parce que tu dis tu as fait le 30e temps avec la Delta Gruppa, tu sens pas la fatigue, on a gagné la spéciale, c'était vraiment dur, tu vois, c'était pas la fatigue, c'était hallucinant. Je me rappelle, tu passais de l'asphalte, la terre, l'asphalte, la terre, l'asphalte et de nouveau la terre, tu faisais 3 cols. Putain. Incroyable. Ah ouais, ça devait être... Le Bourzet aussi, 55 km, le Bourzet au Rallye de Monte Carlo. La Isuleda en Sardaigne aussi, 40 et quelques. Pour toi, le rallye, c'est ton sentiment, hein, c'est plus dur que le circuit. Pour moi, à titre personnel, je suis plus admiratif d'un pilote de rallye qu'un pilote de Formule 1. Alors, la chose, moi je crois que tous les deux sont des grands champions, oui, d'accord, c'est indiscutable, c'est indiscutable. Mais c'est deux choses. La prise de risque en rallye. Je crois qu'un pilote de rallye, il aura des grosses difficultés, mais il peut aller fort en circuit. Mais un pilote de circuit, avant qu'il va fort, parce qu'ils ont des freins, des trucs incroyables, c'est différent. Moi, j'adore 2 fois. Alors, la chose que ça te manque dans les rallyes, c'est la bagarre. D'accord? Oui, et ça, elle n'a aucune valeur. La bagarre sur piste, ça, elle n'a pas de valeur. C'est quelque chose d'incroyable. Oui. Le confront homme contre homme, ça, c'est fantastique. Il te donne des sensations uniques. Mais de l'autre côté... Tu te bats contre le chronomètre. Là, c'est virtuel. C'est incroyable. Tu sais que tu as quelqu'un derrière qui tape là, tu es obligé, tu fais... Et après, il faut énormément, garder la concentration. Parce que tu fais des erreurs, tu crois que tu n'es pas bon, mais les autres, peut-être, ils font plus d'erreurs de toi. Parce qu'à la fin, tu arrives, à moi, il m'avait mis dans la tête que j'étais très fort que sur la terre, sur le fond glissant. Alors, j'arrive en Sicile, l'année que je signe pour Sartori, tu vois, la preuve spéciale, la Targa Florio, c'était la preuve d'aperture, la première épreuve. 47 ou 48 km, d'accord? Je pars, tu sais, la Sicile est très glissante et tu voyais par terre les traces. Tu voyais les traces, c'est pas noir, mais beige, clair. Le goudron était noir et tu voyais des traces des pneus, tu vois. Alors, putain, j'arrivais pas, la voiture glissait énormément. Et dans la spéciale, je parlais à mon copilote, je suis nul. Et j'avais un copilote jaune comme moi, tu vois, qui n'avait pas d'expérience. Et lui, il n'avait pas le courage de me dire, parce qu'il n'avait pas d'expérience, il n'avait pas le courage de me... Tu vois, il était il n'était pas fort comme caractère, tu vois. Tout au début, alors, après, j'ai changé, bien sûr, ils m'ont fait changer. Regrettais beaucoup, mais lui, après, il travaillait, il faisait professeur à l'école, il ne pouvait pas venir à toutes les rallyes. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai dans ma tête, je suis pas bon. J'arrive à la fin de la spéciale, 44 ou 48 km, deuxième temps pour 22 secondes. Je lui ai dit, attends, j'ai passé la moitié de la spéciale à parler, de concentrer, et tout le monde il me dit que je ne suis pas bon sur l'asphalte, et je suis deuxième à 22 secondes. Prochain passage, après 4 spéciales, tu repassais. On était en train de remonter. On est en train de remonter parce qu'on avait pris. Après, on remonte, on arrive là-bas, on était 3e, il y avait le deuxième à 8 et le premier à 12. Je donne 22 secondes à tout le monde, je passe premier sur cette spéciale. Incroyable. J'enlevais 40 secondes, 1 seconde au kilomètre. C'est énorme. Ouais, énorme. Mais concentré, tu vois. Et alors la force dans les rallyes, c'est ça, c'est la concentration, c'est pas de croire que t'es pas bon, il faut travailler, arriver à la fin, regarder. Tu vois, un homme que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup en rallye, d'ailleurs que j'ai fait en interview sur ma chaîne, c'est Bernard Barniche. Et il m'a dit,
C'est l'histoire. Il faut tout le temps, l'objectif c'est de rester sur la route. C'est ça, basta. Voilà. Concentré sur qu'est-ce que tu fais. Concentration. Et après, Rigueur. même si tu fais des, si tu fais des erreurs, tu peux pas en penser. Tu vois. Mais moi, il m'avait dit les mêmes choses. Il dit les tu autres vois, ils peuvent faire pire que toi. C'est ça. C'est moi, j'ai appris dans les rallyes. Tu vois, moi, j'ai toujours cru d'avoir beaucoup peur à rouler en voiture, d'accord. Moi, j'ai fait des liaisons pendant la reconnaissance avec des mecs. Je dis, lui, demain, il me file 2 secondes au kilomètre. J'ai vu faire des choses sur les routes que je dis, non, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je n'arrive pas à passer comme lui. Attends, j'ai passé comme lui parce que lui, d'avant, il m'ouvrait la route. Mais je dis, je ne suis pas bon à rouler comme lui. Avec le casque en tête, je lui filais 1 seconde au kilomètre. Pourquoi à la fin, qu'est-ce qu'il faisait? Peut-être il faisait 3 virages à fond, mais il n'avait pas la continuité. Tu vois, il faisait 3 virages à la mort, mais l'effet de faire des virages à la mort, tu fous en l'air les pneus, tu as énormément de problèmes, tu vois. Mais concentration, et c'était magnifique. Il y a toujours quelqu'un qui fait pire de toi, il y a toujours pire. Et moi, c'est ça, je dis, moi, je ne suis pas bon comme eux. Je ne suis pas bon comme eux, tu vois. C'était incroyable. C'était magnifique. Les rallyes, c'est quelque chose de spécial. Tu sais, tu as une sensation quand tu partes sur la spéciale. Moi, je me rappelle toujours, moi, la chose, tu vois, que comme on dit, la ligne du goudron, le vert, à moi, il me venait tout offusqué. Et la main, à notre époque, paf, 5, 4, 3, 2, 1, 5, tu mettais la voiture en bas. Tu partais, tu sur le frein à main, la première dedans. Le seul moment de ma vie, le seul moment que j'ai eu une sensation identique, que le part d'une spéciale, tu sais ce que c'était? Ma première épouse, il ne m'a pas fait assister à l'accouchage. Il n'a pas voulu que je restais dans la salle d'accouchage, d'accord? Alors j'attendais dehors de la salle d'accouchage, derrière une porte, d'accord? Derrière une porte. Quand ils m'ont mis, j'avais 91, j'avais 22 ans, quand ils m'ont mis ma fille Clarissa dans mes bras, j'ai vu la même sensation de la départ de la spéciale 10 fois encore plus fort. Je voyais qu'ils m'ont mis la petite, ils ne pleuraient pas dans les bras. Je voyais qu'elle, tout offusqué autour. Tout flou, quoi. Tout flou, complète, et qu'elle. Et c'était la même sensation quand on partait dans les rallyes, non, tu vois. Mais 10 fois plus fort. Il m'a pris des dents, il m'a pris... on a un truc hallucinant. Et ça t'a fait la même chose sur tes 4 filles? Ah oui. Parce que t'as 4 Maintenant, parce que les autres 3, j'ai toujours assisté à l'accouchement. Et quand toi, tu es en salle d'accouchement, tu n'es pas concentré sur la petite, mais tu es concentré sur la souffrance de ta femme. Ouais. Tu vois, tu es là que tu participes avec la maman parce qu'elle souffre énormément, tu vois. Et alors, c'est différent. Après, c'est sûr le plaisir de le bébé, mais tu n'as pas la même sensation. C'est un moment très compliqué, l'accouchement. Non, c'est pas un moment souple, tu vois. C'est un moment de douleur pour la femme, c'est un moment compliqué. Et après, des fois, ils ne sortent pas tout de suite. Tu le vis différemment. Le premier, c'était vraiment... Wow. Après, j'étais un gamin, j'avais que 22 ans. Quand ils m'ont mis dans les bras, j'ai vu ouf, tu vois. C'est marrant cette sensation d'avoir ah oui, c'est incroyable. Et le focus sur le bébé. Mamma mia. Comme la route. Comme la route. La route là, comme là, tu vois, là, comme on est droit là. Non, tu voyais qu'il y avait tout le public. Normalement, au départ d'un spécial, il y avait beaucoup de public à mon époque. Toujours au départ, il y avait énormément. Au départ, tu arrivais, après dans les endroits les plus faciles à joindre, les lacets, les trucs comme ça, beaucoup de monde. Et puis, quand tu mettais la voiture, le frein à main, tu tenais, tu la tenais avec le frein à main, et après, tu laissais, c'était monstrueux. Et là, ça a commencé, tu vois, Bon, Raoul, cette nouvelle carrière sur les réseaux sociaux, Instagram, partout, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? Aucune idée. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas. C'est quoi, et j'ai remercié. Mais alors, écoute, mon truc de mes réseaux, si tu vas regarder, elle est partie pour mes parkings. Oui, d'accord, parce que moi, j'ai garé les voitures au garage, une attachée à les autres. Je me rappelle encore que 8 ou 9 ans de ça, j'allais à Paris, il y avait quelque chose, je ne me rappelle plus. Ah non, j'étais à Paris avec ma femme, ma future qui après est devenue ma femme. On était à Paris avec un SLR. Alors, quelqu'un, il m'écrit tout au début d'Instagram, Raoul, ça nous plaiserait aujourd'hui, on fait un truc, comment ça s'appelle, où il y a les Invalides, où il y a tout Place Vauban. Non, un autre endroit à côté, il y a la Tour Eiffel, un peu plus sur la gauche. Champ-Mars. Il dit, on fait un petit truc là, il y aura un autre SLR, il y a un peu de voiture, tu veux pas venir? Je dis, pourquoi pas? Et moi et ma femme, on y a à faire un tour. Toi, c'est tout au début des réseaux, tu sais, je parle de 8 ou 9 ans de ça, tu vois. Et bon, je vais. Et je me rappelle toujours que
le mec qui me présentait comme le mec, vous connaissez pas? Lui, c'est RM Autosport à Monaco qui garde les voitures une attachée à l'autre en centimètres, tu vois, pour te dire comment mes réseaux sont partis. Et après, Georges, qu'est-ce qu'il faisait? La première vidéo, il faut dire la vérité. GMK, oui, la première vidéo, j'ai fait avec Seb Delaney. C'est le premier, oui, là, tu vas voir sur YouTube, il y a une vidéo qu'on a fait moi et Seb Delaney sur la Carrera GT noire que j'avais à l'époque. Tu vois, on avait fait 2-3 lacets, tout de traverse et tout ça, c'était magnifique. Et c'était tout au début de lui. Tu vois, c'était vraiment le premier qu'on a fait en vidéo ensemble. Ensuite, Georges, il me connaissait depuis toute la vie, il venait voir les voitures au garage. Tu habites à Monaco depuis combien d'années? Moi, quand j'ai signé pour Lancia, décembre 90. Ah ouais. Ouais, ça fait, oui. Et de 1996, septembre, j'ai ouvert le garage RM Autosport. Ça fait 35 ans que tu es là-bas. Oui, exactement 35 ans en septembre. Et après, Georges, je le connaissais beaucoup, je connaissais déjà son père, Georges c'est GMK, et je connaissais aussi son père, son oncle et tout ça. Et Georges, il venait tout le temps hyper passionné de voitures. Il aime les voitures. Il aime les voitures, il venait déjà de gamin entre guillemets, il était déjà 2 mètres. Hein. Il roulait en scooter, il roulait en scooter à 16 ans, il était géant. Tu as déjà été grand quand tu venais au garage, je montrais les voitures, je faisais voir et tout ça. Moi, j'ai toujours partagé ma passion avec tout le monde. N'importe qui rentrait au garage, pour moi, on passait des moments ensemble à passer. Ouais. C'est le mec qui était passionné. Moi, j'ai vendu beaucoup de voitures dans mon garage que pour ça, tu vois. Les mecs qui venaient, attendaient, je suis allé à la concession, ils m'ont même pas regardé, même pas parlant vulgairement cagué. Je viens chez vous, vous me prenez la voiture, vous me démarrez le moteur. Ils me disent, vous n'avez pas compris, moi je partage un moment avec un passionné. Après, si vous voulez acheter la voiture, vous l'achetez. Moi, je ne savais même pas que vous avez acheté la voiture, tu vois. Et le mec, à la fin, il m'a acheté la voiture parce que je faisais monter les personnes dedans, je faisais. Nature, quoi. Mais pour moi, c'était pas que mon travail, c'était moi, passer mon samedi au garage, pour moi, c'était mon rêve. Parce qu'à la fin, j'ai commencé avec des voitures normales et je me suis trouvé au bout de quelques années, parce que Monaco, ça te porte ça, tout de suite avoir des super voitures. Et avoir des Testarossa dans la vitrine, des Ferrari 355, des Porsche 293 Turbo, des Mercedes 500 CL. C'était le rêve de rêve. Tu vois, j'avais 28 ans, 29 ans, 30 ans, c'était la folie pour moi. C'était vraiment, j'avais perdu à cause de l'accident mon métier principal, mais j'avais pu dû, faisant un business de ça, rester dans l'ambiance de la voiture. C'était pas la même. C'est un accident qui t'a arrêté la carrière depuis ça, c'était pas mon but réel de la vie, mais à la fin, je me suis réinventé là-dedans. Et moniteur d'école de pilotage, parce que je continue à faire ça avec Carlo Rossi Driving Camp, BMW, Volvo et Audi. D'accord. Après, on était dans le truc acrobatique. C'est pour ça aussi que moi, je fais beaucoup de choses, parce qu'on était 9 pilotes, qu'on allait dans les circuits de fin à présenter les voitures. On faisait un peu comme les trucs des avions, tu sais. La patrouille, là. La patrouille, 9 voitures, une à côté de l'autre. On faisait comme au Japon. On faisait des trucs acrobatiques magnifiques. Ah oui, magnifiques. Attachés comme ça, faire les têtes à queue tout ensemble. C'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, Dindo Capello, qui l'a gagné quelquefois, on a quelquefois les Mans, on a fait beaucoup de choses ensemble. Il y avait plusieurs autres pilotes qui sont venus plus ou moins bons, mais on a passé des moments fantastiques. Et à la fin, je faisais ça, tu vois, et là... Donc ça s'est fait comme ça, petit à petit. Et ça a monté. Ça a monté, et après, Georges, il vient, il me demande de faire une vidéo avec lui. Tu vois, et on fait la vidéo avec la Carrera GT. Tu vois, ouais, je me rappelle. Il fait, oui, la première vidéo. Et lui, il me connaissait, il savait comment j'étais. Et il voulait faire connaître un peu le personnage dans le monde entier. Et GMK, il m'a ouvert un peu, il m'a fait connaître. Et c'était tout de suite avant le Covid, d'accord, qu'on a fait la première vidéo. À la fin, tout le monde après, tu sais, ils sortent le professeur Raoul. Et alors tout le monde, il dit, mais c'est le professeur de le Covid, tu vois. Alors c'est là pourquoi le nom de le professeur, tu vois. Les cheveux longs en plus, tous les deux. Tu vois, alors ils disent, c'est là, non, tout le monde disait, non, mais c'est le professeur de la maîtrise, tu vois. Tu vois, parce qu'à faire qu'est-ce que je faisais avec la Carrera GT, c'était pas... Tout le monde, il peut faire qu'est-ce que je fais moi, parce que tout le monde, il le fait faire. Mais moi, des fois, je le fais avec des voitures que c'est pas trop commun de le faire, tu vois. Carrera GT, ouais. Donc ça s'est fait comme ça. Donc c'est parti comme ça. Hasard. Après, je crois, un peu mon caractère, comme on a dit avant. Déjà, tu vois, même à Chaudi, il me voulait pour ça, tu vois. Lui, Mario Sakamoto, il travaillait pour moi. Moi, je suis très expansif, je m'amuse, je partage ça avec tout le monde, parce que j'aime que tout le monde... Moi, je me retiens un personnage hyper chanceux. Et j'ai vu vraiment une grosse fortune dans ma vie, que j'ai fait toute la vie ce que j'aimais faire. Et alors, je dis, pourquoi pas partager avec les autres. Surtout, je partage beaucoup avec les enfants malades aussi, parce que ça, c'est très important. T'es hyper investi dans parce qu'ils payent déjà quelque chose de très dur, alors il faut qu'on leur rende participe dans tout ça.
Mais c'est très beau, tu as partagé avec les autres. C'est le partage. Regarde, toi, nous, c'est du partage là. Tu vois, c'est sympathique, tu vois, c'est incroyable. Moi, oui, tu vois, moi, tout ça, qu'est-ce que j'apprécie énormément aujourd'hui, je remercie énormément de les réseaux pour tout ce qui m'a fait connaître, tout personnage comme toi, comme tes collègues de la télé, comme des sportifs que j'aurais jamais pu dire. Je suis devenu très copain avec Thierry Neuville, qui est champion du monde de rallye. J'ai un super rapport avec Sébastien Loeb. Pour moi, regarde, pour moi, c'est des trucs, c'est mes idoles. Le fait que j'ai dû arrêter de courir, qu'est-ce que je passais, pour moi, c'est Loeb, c'est Loeb. J'ai pas besoin de dire moi qui c'est. On le sait tous qui c'est lui, c'est lui. Il n'y a rien d'autre. Et pour moi, waouh, quand je parle, j'ai eu la chance de connaître François Delecourt. Je suis très copain à François, sa famille, la famille fantastique derrière lui. C'est une famille de fous, de malades, de passionnés. Ils sont tous, ils ont que la voiture, ils passent le matin au soir dans la voiture. Je te jure, les réseaux, ils m'ont donné quelque chose les dernières années. Semaine de ça, 15 jours de ça, j'étais en Portugal avec Tom Christensen. On a passé 2 journées magnifiques ensemble avec Carlo Tavares, avec Lali Senna. Tu vois, merci au réseau, j'arrive de 2 endroits que des fois, c'est comme quand je suis monté la première fois chez Barche de Diava, je dis non, mais c'est pas moi, il y a quelqu'un d'autre, c'est pas Raoul. Je dis attends, il faut que je me réveille un moment, tu sais. Moi, je me rappelle 1992, j'étais au rallye de Madeira, j'ai eu un gros accident pendant la reconnaissance, pendant on faisait des tests pour Pirelli. Et alors, je suis à table, je mange, en face de moi, il y avait César Baroni, champion européen de rallye et tout, avec l'ancien. On était dans le même team, l'ancien Astra. Et à côté, il y avait un certain Jeannot Ragnotti, tu vois, et on parlait à la table, on rigolait, j'avais 23 ans. Et j'avais 23 ans et je disais, attends, non, c'est pas moi, attends, Jeannot, je peux te toucher un moment, je veux comprendre. Mais Jeannot, il est comme toi. Attends, c'est un amour. Et la chose que j'apprécie de plus, que Seb Delaney, il a fait un rallye de Monte Carlo historique avec lui, et quand il lui a parlé, il s'est rappelé parfaitement de moi. C'est vrai, il s'est rappelé de moi pour la cause du gros accident que j'ai eu. J'ai eu vraiment un gros accident sur l'île de Madeira en Portugal, mais c'est extraordinaire. Tu vois, le fait que les personnes encore ils se rappellent de toi. César Boroni encore aujourd'hui passe me voir au garage. Tu vois, pour moi, c'est fantastique. Tu vois, c'est magnifique. J'ai des super rapports. Mickey Biasion et tout ça. Il est adorable. Mickey, c'est notre monde. C'est vraiment quelqu'un de... Tu vois, mais qu'est-ce qu'ils m'ont donné les raisons aujourd'hui? Après, moi, j'ai fait aussi... Des fois, je connais pas trop, tu sais, parce que les pilotes et tout ça, je les suivais tous, mais des fois, les team managers et tout ça, je connais pas trop, tu vois, de l'époque. Et aujourd'hui, je me trouve dans des situations qui, waouh! Tu as Vincent Voss de le team WRT, il m'a invité avec lui, c'est fantastique. Je suis à voir au Port Ricard le GT 2 ans de ça. Je suis là au box, il m'invite et son assistant Luna, il me met le casque et tout ça. Tu peux suivre la course. Il y avait lui, Valentino Rossi, que je connaissais pas personnellement. Tu vois, je connais tous les pilotes de moto. Je lui ai vendu un appartement à tout le monde. J'ai vendu à Loris Capirossi, j'ai vendu un appartement à Marco Melandri. J'ai que des copains plus dans la moto que dans les voitures, d'accord, vis-à-vis aussi de le manager de Marco Melandri, que c'était Alberto Vergani, le propriétaire de Nolan Caschi aussi, c'était son manager. Tu vois, j'ai beaucoup de relations avec les pilotes de moto, plus que les pilotes de monoplace ou de voiture. Mais tu ne connaissais pas forcément. Mais je ne connaissais pas Valentino Rossi, tu vois, parce qu'il n'habitait pas à Monaco. Moi, les autres sont venus tous à vivre à Monaco, lui, il était à Londres. Et alors, je suis là, et à un certain moment, je vois ce monsieur avec la casquette, et avec le casque, non, c'était Vincent Voss, le manager, qui parle dans les oreilles de Valentino Rossi, non? À un certain moment, il regarde vers moi, il fait « Raoul ?» Moi, je dis « Oui ?» Je dis bon, « Qu'est-ce qu'il veut, lui ?» Attends un moment qu'il faut que je te parle. Je dis « Ok », je reste là dans mon angle, je regarde tous les écrans et tout. Il finit de parler avec Valentine, il vient chez moi, il me dit « Alors, je t'explique un truc. » Il dit « Tu sais, moi, j'ai 2 enfants à la maison. Mes enfants, je les invite à venir ici avec Valentino Rossi et tout ça. Ils viennent jamais à droite, à gauche et tout. Un dimanche matin, à 8 h, il vient, il met sous coude dans le lit, il fait « Papa, il faut que tu nous ramènes à Spa. » Il dit « Pourquoi ? Pourquoi il y a Raoul, il faut qu'il y aille voir Raoul. » Il dit « Mais qui c'est Raoul ?» Et là, j'étais connu, il me dit lui. Et après, c'est aussi lui, tu vois, ça, c'est la puissance des réseaux. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Ton public, il est très jeune, Raoul.
Non, c'est pas vrai. Hein. Il y a les deux. Hein. Il y a les deux. Moi, je suis à différence des autres, de toutes les personnes que je connais. Tu regardes mon truc dans les trucs d'Instagram, mon public est réel. Moi, j'ai le 48% entre 17 ans et 44. Ah oui, c'est hyper large. C'est énorme. Ouais. Moi, je pensais que c'était... Ouais, non, moi, j'ai le bas, de 12 ans à 17 ans, j'ai presque rien. C'est incroyable ça. Hein. C'est fou. C'est fou ça, hein. C'est incroyable. C'est magnifique. Et je te dis, là, les réseaux, après, ils te ramènent. Après, Vincent Voss, il m'a invité à Imola, il m'a fait connaître Valentino Rossi. On a pu échanger ensemble, on a rigolé, parce que moi, j'ai couru avec son père. Son père, Graziano, il a fait beaucoup de rallyes sur terre, championnats sur terre, et je me le suis trouvé. C'est un mec fantastique. Mec, il ouvrait le capot de la voiture, il sortait les saucissons, il coupait. On a passé des moments avec son père fantastiques. Et j'ai passé un moment avec Valentino Rossi. Valentino Rossi, c'est la joie de vivre, c'est la passion en personne. C'est un immense. Ah non, champion de tout, mais champion aussi dans la vie, tu vois. Ouais, et puis maintenant il roule en endurance pour le plaisir aussi. Ah oui, mais attends, le mec c'est infatigable. C'est un mec, et tu dis, là tout qu'est-ce qu'il faut, il lui manque rien, il continue à être là, à travailler comme un fou, à chercher d'enlever. C'est des phénomènes, c'est bien. C'est inné, ils ont un truc. Ah oui, c'est un truc de fou. Raoul, juste pour finir cette interview, parce qu'on pourrait passer des heures et des heures à parler, mais des jours, mon ami. Tu as essayé à peu près toutes les voitures. Ton top 3 de tes... Si tu devais ne garder que 3 voitures, genre... Oui, c'est ça. Alors moi, c'est ça que je veux dire, tu vois. Moi, je suis un vrai passionné de voitures. Je ne suis pas un vrai connaisseur technique, des fois, parce que je regarde plus de fois l'âme de la voiture, tu vois. L'émotion. L'émotion qui transmet la voiture qui bouge beaucoup, la voiture qui fait un super bruit, la voiture vraiment, tu vois. Et moi, pour moi, la voiture que j'ai vendue, mais pour business, j'ai acheté pour business, aujourd'hui, je regrette énormément, la voiture qui me donne plus d'émotion dans le monde entier, c'est la Porsche GT1. D'accord? Tu te rappelles la GT1, ça c'est pour moi, c'est l'apothéose de la voiture, ça vraiment... 98. Dommage que j'avais vendu une, j'ai vendu 2 même, une grise. Pourquoi elle te donne autant d'émotion celle-ci? Je sais pas, c'est un truc que c'était 50 voitures au monde, mais c'est une voiture, tu la vois dans la route, elle est immense pour l'époque. Je me rappelle toujours d'avoir vu Mauro Baldi un jour à Monaco avec une voiture blanche qui roulait dans Monaco, la voiture était immense, basse, avec une soucoupe volante. Oui, on dirait un UFO, extraterrestre. Elle était blanche avec la prise d'air sur le toit. C'était vraiment, même la CLK GTR, mais la Porsche GT1 m'avait donné quelque chose d'incroyable. Ça, c'était vraiment un rêve, c'était une voiture que je regarderais. Et après, il y a des voitures comme Carrera GTF 40 que je ne pourrais pas vivre sans. J'ai la chance de les avoir achetées et sûrement je les garderai et tout ça. Mais il y a aussi des voitures comme la Lancia Delta, il y a des voitures comme la Fiat 131 Abarth, la M3. La M3, moi j'aime beaucoup les voitures avec les ailes élargies. Oui, les ailes bombées. Et l'M3 c'était fantastique. M3 E30 les premières. Notre époque, mon époque, c'était la folie, les ailes élargies. C'était vraiment quelque chose de super unique. Il n'y a pas une Fiat Uno Turbo? Oui, c'est ça, j'aime beaucoup. C'est la voiture de ton. Ouais. Ah oui, ça c'est... On est là à l'arrivée. La Uno Turbo, c'était... C'était la voiture de toute une jeunesse italienne. Hein. Ah oui, c'était incroyable, tu vois. Je pense qu'il faut que tu te mettes là-bas, on va faire un petit tour. Donc, Porsche GT1, F40, Carrera GT et une Delta. Delta... Et une 131, allez, une Fiat. Delta, on peut pas non avoir. Quand on connaît Delta, moi j'ai la chance d'avoir acheté les dernières années de Gruppa, usine. Une, je ne peux pas l'utiliser parce que le trait, c'est une évolution, c'est vraiment la dernière. C'est la dernière qu'ils ont fait l'ancien avant d'arrêter, d'accord? Et c'est la voiture de Carlos Sainz Sanremo 93, tu vois? Et c'était magnifique. C'était vraiment quelque chose de... Ça, l'évolution, c'est un peu plus sophistiqué que la C-Soupape. La C-Soupape, qui est toujours une voiture usine, c'est la configuration Didier Auriol Ocelli, tu vois, et que je viens de connaître. Bernard Ocelli, c'était incroyable, je ne connaissais pas, je le connais la semaine dernière. Personnage fantastique aussi, lui. Et ça, je roule avec. Tu vois, ce qui est, pour conclure, c'est que l'automobile, je trouve que au-delà de l'objet, au-delà du plaisir que ça peut procurer, c'est un vecteur de connaissances et de rencontres. La passion qu'on a tous
fait qu'on se rencontre. Et tous, quand on parlait avec lui, avec Ocelli l'autre jour, on a des souvenirs de vie, parce qu'on a fait un métier que c'était plaisant. À la fin, le soir, tu étais tous ensemble, tu étais au restaurant, tu rigolais, tu faisais beaucoup, entre guillemets, c'était pas de la fête parce que tu travaillais très dur, tu allais à dormir tôt, mais tu passais toujours de bons moments. Il y avait toujours quelqu'un qu'on prenait au milieu, peut-être qu'on était pris même nous au milieu, tout le monde s'est moqué de toi, tu vois. Il y avait toujours une complicité dans tout ça que c'était extraordinaire. Et on a passé des moments tous, n'importe qui, il a fait des rallyes, qu'il a fait un sport de profession comme ça, qu'à la fin c'est très convivial parce qu'à la fin tu passes beaucoup de moments ensemble. Surtout à notre époque, on faisait beaucoup de reconnaissance. On dormait presque tous dans les mêmes hôtels parce que les preuves spéciales, ils tournaient autour de 30, 40 km, 50 km. Et alors tu dormais au milieu. Tu dormais toujours au milieu. À la fin, dans ton hôtel, il y avait toujours quelqu'un comme toi qui faisait ça. Parce que c'était des endroits où il y avait quoi? Il y avait 3 hôtels. Et il y avait 150, 200 participants. À la fin, tu étais obligé, peut-être que 80, ils étaient de l'endroit, mais 100, ils venaient d'ailleurs. Et les 100, ils dormaient sans équipage, ça faisait 200 personnes. Ça faisait plus les mécaniciens, ils dormaient dans les hôtels. On se trouvait tous, tu vois. Et c'était extraordinaire. On a tous passé des moments incroyables, des souvenirs fantastiques avec des grands ou des moins champions. Tu vois, ça veut rien dire. Parce qu'après, la passion, ça ne veut pas dire que tu es plus fort ou moins forte. Ça, la passion, ça te ramène des choses. Qu'est-ce que je dis moi? Moi, même je crois que si j'avais gagné tout ce que j'avais rêvé de gagner, aujourd'hui, je doute que je vivrais qu'est-ce qu'il vit Raoul. Parce que moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui me donne le réseau, et je remercie tout le peuple qui nous suit, qui me permet d'être aujourd'hui là, qui me permet de passer des moments comme ça, des journées comme ça incroyables. Pour moi, c'est extraordinaire. Ça vaut plus de voir gagner tout. Tu vois, aujourd'hui, de pouvoir m'amuser, de faire l'imbécile avec les voitures, de m'amuser avec tout le monde, de voir pas un chronomètre derrière, de voir démontrer à tout le monde que tu es capable, tu n'es pas capable, avoir toujours la pression là sur la tête, mais partager avec des moments fantastiques, il n'y a rien de mieux. Il n'y a vraiment rien de mieux. Et ça, c'est fantastique. Et tu vois, hier soir, on était à table, que des filles, mais à la fin de qu'est-ce qu'on a parlé, que de voitures tout le soir. La fille vendait des voitures, l'autre qui avaient 30 ans, qui avaient 60, on parlait tous, ils étaient tous des malades, des passionnés. La dame avec la Mercedes qu'on a en face, tu vois, il parlait des voitures, il faisait voir ses voitures de collection de son mari, et à la fin, on est tous, c'est incroyable.